Bonsoir à toutes et à tous et merci de votre fidélité à la RTS. Voici les titres de ce 20h. Le chef de l'État inaugure un complexe halieutique pour les femmes de Bargny, coût du projet 125 millions de nos francs. Les femmes qui bénéficient également de 2 camions frigorifiques. La construction d'un quai de pêche est à l'étude. La modernisation du transport à Touba, 100 nouveaux bus sont mis en circulation. Un deuxième lot de véhicules de transport est attendu dans la capitale du mouridisme. Et puis le dossier de ce soir porte sur la fripe, un secteur pourvoyeur d'emploi. Les recettes douanières sont importantes. Qui sont les acteurs du commerce de ces vêtements d'occasion? La réponse dans ce journal. Bargny aura une usine de conservation de produits halieutiques dans le cadre d'un programme national de 19 unités de production. C'est pour accompagner le complexe inauguré cet après-midi par le chef de l'État et financé à hauteur de 125 millions de francs CFA par la société pétrolière irlandaise Tullow Oil, partenaire institutionnel de Petrosen. Le président de la République annonce également la dotation de 2 camions frigorifiques aux femmes transformatrices de Bargny. La construction d'un quai de pêche à Bargny est également à l'étude. Nous écoutons le chef de l'État au micro de Pape Biram Bigendiaï. Je voudrais saisir cette occasion pour vous dire la place centrale de la pêche dans notre économie nationale, particulièrement la place de la pêche artisanale, aussi bien en termes de contribution à la croissance économique que de création et de préservation d'emplois. Comme vous le savez, il s'agit d'un secteur vital de la nation, dont la protection et le développement restent des priorités majeures de ma politique. C'est pourquoi la stratégie nationale de développement économique et social place le secteur de la pêche au cœur de la dynamique de promotion de la sécurité alimentaire et de lutte contre la pauvreté. Je voudrais en réalité saluer cet important investissement de l'ordre de 125 millions de francs CFA et dire aux femmes transformatrices de Bargny ainsi qu'aux notables de Bargny et à M. Mardiouf, maire de Bargny. J'ai entendu votre message. Je l'ai écouté, je l'ai entendu et je l'ai accepté. Je vais ordonner la poursuite de la deuxième phase de ce complexe qui sera financé par le gouvernement du Sénégal à travers un financement du ministère de la Femme et de l'entrepreneuriat féminin dans le cadre d'un fonds de la Banque islamique de développement. S'agissant du quai de pêche, je viens de discuter avec le ministre Pape Diouf et je lui ai donné les instructions pour engager les études de faisabilité du quai de pêche de Bargny. Une fois les études terminées, nous pourrons envisager la phase d'exécution. Mais je voudrais dire aux femmes que j'ai décidé également, en plus de l'extension, de les doter, dans le cadre du prochain programme indien, de 2 camions frigorifiques et également d'une usine de conservation de produits ici même à Bargny. Nous reviendrons plus en détail sur cette inauguration dans les prochaines éditions, mais aussi sur l'accueil populaire que le peuple lébou a réservé au chef de l'État avec Pape Biram Bigendiaï. Le Sénégal va bientôt se doter d'une centrale électrique de 250 MW avec 12 unités de production énergétique. L'État va paraffer un contrat avec la société coréenne KEPCO qui va réaliser les installations sur une période de 13 mois. Le coût de l'investissement est estimé à près de 270 milliards de francs CFA.
Les mécanismes de financement proviennent de la Banque coréenne de développement et des bailleurs de fonds. Sur le plan international, le PDG de KEPCO est au micro de Pape Birame Bigandiaye. Donc cette audience avec Monsieur le Président, c'était surtout pour faire le point sur les questions ouvertes pour le contrat d'achat d'énergie du projet de Sendo 1, qui est une centrale électrique au charbon. Grâce à la participation et l'attention portée par Monsieur le Président et les ministres, nous avons pu soulever toutes les questions et trouver les réponses. Avec cet entretien, demain, nous allons paraffer le contrat d'achat d'énergie. Il s'agit d'une centrale électrique au charbon de 250 MW composée de 12 unités. Donc chaque unité va produire une électricité de 125 MW. Et le délai de la construction est estimé à 36 mois. Et ensuite, le coût du projet est estimé à environ 600 millions de dollars. Avec le rôle important de la Banque de développement de Corée, cette banque va mobiliser une partie de fonds sur le marché coréen et d'autres parties sur le marché international. Les relations entre le Sénégal et le Canada sont au beau fixe. Déclaration faite par l'ambassadeur du Canada au Sénégal au sortir d'une audience avec le Premier ministre. Le Canada qui renforcera sa coopération économique avec le Sénégal. Voici son Excellence Jean-Pierre Calderwood à sa sortie d'audience au micro de Darba. C'est une réunion pour faire le bilan, faire le point sur les relations entre le Canada et le Sénégal, surtout en ce qui concerne la coopération dans le secteur agricole et sécurité alimentaire. Et on a aussi parlé de comment on peut travailler mieux ensemble pour promouvoir les relations économiques entre les deux pays, c'est-à-dire les investissements, le commerce, l'intérêt du secteur privé du Canada. Donc c'était une réunion très productive et on va continuer, bien sûr, à travailler ensemble avec le gouvernement du Sénégal pour promouvoir les liens économiques et pour assurer que notre coopération pour le développement soit le plus efficace possible. Faire le point, faire le bilan, et c'était très, très constructif. Il y a déjà beaucoup d'activités en route, donc c'était surtout juste pour voir où on est et comment on peut travailler mieux pour avoir les meilleurs résultats possibles pour les deux pays. Le président du Conseil économique, social et culturel du Mali a remercié le président de la République Macky Sall pour son soutien effectif lors de la crise au Mali. Jamy Better a été reçu hier en audience par Madame Aminata Tall, présidente du Conseil économique, social et environnemental. Entre autres sujets évoqués par les deux présidents, le renforcement de la paix entre les deux pays. Jamy Better est au micro d'El Hadj Ndiaye. Nous avions fait un constat amer que justement les conseils au niveau africain n'ont pas été fortement impliqués. Je dis fortement impliqués justement par rapport au règlement des conflits qui se sont passés certainement dans la sous-région et un peu partout en Afrique. Donc certainement ce serait l'objet d'un thème important que nous aurions à débattre lors de nos prochaines assises au niveau de l'UCESA. Et nous avions également signifié toute la disponibilité, en tout cas au niveau du Conseil social et culturel du Mali, pour le renforcement de nos relations déjà pas mal. Et depuis les événements douloureux qui sont survenus au Mali, nous avions senti cette fraîcheur et cette assistance et surtout cette préoccupation du peuple sénégalais à l'endroit de nos populations. La Banque mondiale appuie le Sénégal pour une bonne sécurité alimentaire. L'institution financière vient de faire un don de 10 milliards au gouvernement du Sénégal. L'accord a été signé ce matin. C'est le cas aussi pour l'Agence française de développement qui met 9 milliards à la disposition du Sénégal pour améliorer la santé maternelle et infantile dans la région de Louga. La synthèse de Louise Bidza. Cette signature matérialise l'appui de la Banque mondiale au secteur de la sécurité alimentaire et de l'élevage au Sénégal. Le financement de la Banque mondiale va permettre de renforcer la production de riz dans la vallée du fleuve Sénégal et le bassin de la Nambé. La consommation de riz dans le pays a considérablement augmenté au cours des 10 dernières années, avec une consommation moyenne par habitant actuellement estimée
à 84 kg par an contre 61 kg par an il y a 20 ans. C'est donc dans ce contexte que ce don de 20 millions de dollars, soit 10 milliards de francs CFA, est octroyé à l'État du Sénégal dans le cadre d'un financement supplémentaire au programme de développement des marchés agricoles du Sénégal, le PDMAS. 10 milliards pour réhabiliter les périmètres irrigués et des bas-fonds. Il s'agira aussi d'améliorer la production animale dans la région naturelle de la Casamance et les circuits de distribution domestique du riz local. Le financement que votre institution vient de nous accorder nous permettra, entre autres objectifs, d'améliorer la compétitivité de certaines chaînes d'approvisionnement intérieur, d'accroître les exportations agricoles non traditionnelles et surtout de renforcer la production de riz. Dans le domaine de la santé, c'est l'Agence française de développement qui met à la disposition de l'État du Sénégal une enveloppe de 9 milliards. Ce projet de 10 milliards de francs est destiné à la santé maternelle et infantile et à la planification familiale au Sénégal. Nous venons de parapher la première convention de financement du secteur de la santé dans le cadre de notre coopération bilatérale. Cela traduit une nouvelle dynamique, vous l'avez rappelé, chez l'ambassadeur et monsieur le directeur, une nouvelle dynamique de coopération basée sur le partenariat qui prend en compte nos priorités nationales. L'État du Sénégal mobilisera une contrepartie de 650 millions de francs CFA pour la construction des locaux de la direction de la santé et de la reproduction et de la survie de l'enfant. Dans l'actualité nationale toujours, cette convention entre Bank of Africa et le ministère de la fonction publique, un partenariat qui devrait offrir beaucoup d'opportunités aux 131 000 fonctionnaires de l'État. Ils peuvent bénéficier désormais de prêts et de crédits à des taux préférentiels. Ibrahim Mbou. La signature fait foi. Le partenariat est scellé. La poignée de main en est une illustration parfaite. Avec cette convention, Bank of Africa offre un package de services aux fonctionnaires, un compte égal 10 privilèges. Un compte chèque, une carte bancaire, la carte Sésame, un découvert automatique qui est paramétré fonction du salaire, une réserve d'argent pouvant aller jusqu'à 1 mois de salaire. La liste n'est pas exhaustive. Pour l'État du Sénégal, ce partenariat naissant est une aubaine pour les fonctionnaires. Selon le ministre de la fonction publique, ils vont y trouver leur compte. Maintenant, les travailleurs qui viendront dans votre banque, les agents de l'État, sauront que par rapport à ce qu'ils vivaient dans votre structure et dans l'environnement actuel, que les propositions vont dans le sens de leur intérêt. La balle est dans le camp des 131 000 fonctionnaires de l'État du Sénégal. Les crédits, équipements, véhicules, habitat et scolarité sont à portée de chèque. La campagne de sensibilisation et de formation sur les directives des finances publiques des États de l'Union économique et monétaire ouest-africaine à l'intention des parlementaires. L'objectif est de permettre une meilleure connaissance du nouveau cadre, on va dire, harmonisé des finances publiques, une démarche de performance visant à améliorer l'efficacité des politiques publiques. Moussa Mané. L'harmonisation du cadre des finances publiques de l'UEMOA prescrite par l'article 67 du traité répond au meilleur suivi des politiques budgétaires et financières des États membres. Le nouveau cadre harmonisé fait de la directive des lois des finances une constitution financière comportant des déclinaisons applicables dans les autres directives. Ces directives s'inscrivent dans un processus visant une gestion efficace et transparente des finances publiques ainsi qu'une comptabilité des données en vue de la surveillance multilatérale des politiques budgétaires nationales. Les nouvelles directives prennent en compte les normes et les bonnes pratiques internationales pour une gestion rigoureuse et transparente des finances publiques. L'un des enjeux majeurs de la réforme est de passer d'une culture de budget de moyens à une culture de budget de résultats pour que chaque franc dépensé soit plus utile et plus efficace. Organe de vote et d'adoption des lois et budgets, l'Assemblée nationale est au cœur de la sensibilisation. Elle vise également à améliorer l'efficacité de la dépense publique pour le bénéfice des citoyens, des usagers, des contribuables et des agents de l'État. Et
et à instaurer une véritable transparence dans la gestion des affaires publiques, en rendant notamment plus visibles les documents budgétaires à la fois pour le Parlement et pour le citoyen. Les États, tout en acceptant de s'inscrire dans une logique de performance, ont demandé à la Commission de l'UEMOA de les accompagner avec des mesures de renforcement de capacité des administrations nationales. Ceci pour leur permettre une meilleure mise en œuvre efficace et efficiente des réformes envisagées. Le ministre de la Communication, des Télécommunications et de l'Économie numérique a initié une série de visites dans des structures privées s'activant dans le domaine des TIC. Parmi celles-ci, le CETIC Dakar, spécialisé dans l'encadrement et l'accompagnement des entreprises TIC, ainsi que les porteurs de projets dans la création, le développement et la croissance. Cheikh Bamba Dièye a constaté comment le CETIC aujourd'hui accompagne une trentaine d'entreprises nationales et son directeur général estime qu'avec plus de soutien, il peut doubler ce chiffre dans les prochaines années. Adam John. Depuis sa création il y a 2 ans, CETIC Dakar, grâce à son modèle d'incubation dans l'entrepreneuriat. Véritable pépinière d'entreprises s'activant dans le domaine des TIC, CETIC vise aujourd'hui à servir un plus grand nombre de sociétés commerciales, car l'incubation constitue un gage de pérennisation de l'entreprise. Il est démontré que les entreprises non accompagnées, ces entreprises-là, 80% n'arrivent pas à dépasser les 3 premières années d'existence. Avec ce modèle, nos entreprises ont eu en 2 années 98% de croissance moyenne du chiffre d'affaires et toutes les entreprises que nous accompagnons depuis le début sont encore là et connaissent une croissance. Nous avons prouvé qu'avec un minimum, nous avons créé au moins quelques 150 emplois que nous arrivons à pérenniser. C'est donc ce véritable catalyseur dans la réussite de l'entrepreneuriat et la création d'emplois qui est venu visiter l'autorité étatique en secteur. Je suis agréé à des niveaux que je ne m'attendais pas. L'heure est désormais à l'accompagnement de l'accompagnateur. Le génie créateur sénégalais doit être promu. L'autorité ouvre déjà les perspectives. Une entreprise qui existe au Sénégal a pour marché entier. De ce point, c'est une formidable opportunité qui est là. La prochaine étape devra être à ce que le secteur privé, les ministères, l'ensemble des acteurs, tous et en urgence, nous devons nous réunir pour voir non seulement comment densifier CETIC Dakar, mais ensuite tout faire pour que cette belle opportunité qui est offerte aux jeunes entrepreneurs disponible à tous les génies que nous avons un peu partout disséminés sur l'espace territorial. Des pays comme le Nigeria ont investi plus d'1,5 milliard de dollars dans l'incubation. Cette visite trace déjà la voie vers cette dynamique de densification du réseau de CETIC Dakar. Pour cela, la structure organise les 15 les journées de l'entrepreneuriat TIC sous le thème Innovation TIC pour l'Afrique de demain. Quelques soucis avec le son de cet élément. Le ministre des Infrastructures et des Transports en visite au CETUD, au centre de contrôle technique des véhicules automobiles de Hann et au service des mines de Colobane. Une façon pour Thierno Alassane Sall de voir le travail abattu sur les lieux, mais également d'observer les manquements qu'il y a dans ce secteur. Aïda Mamadou Diop. Lundi 13 mai, un peu avant 8 h du matin, cours du Conseil exécutif des transports urbains de Dakar, CETUD, un visiteur pas comme les autres. Le ministre des Infrastructures et des Transports y effectue une visite. C'est une visite inopinée, puisqu'il faut venir s'enquérir à l'improviste du fonctionnement des différentes structures placées sous notre responsabilité. Au premier site visé, il y avait beaucoup d'absents. Ça pose le problème de la ponctualité et de la présence sur les lieux de travail de l'administration de manière générale. Ça, c'est un gros problème. Après le CETUD, le ministre s'est rendu au centre de contrôle technique des véhicules automobiles de Hann, puis cap sur le service des mines de Colobane, un tour qui a permis à Thierno Alassane Sall de rencontrer les riverains. Il y a un certain nombre de difficultés. Vous venez de voir le monsieur qui se plaint que sa voiture et les papiers de sa voiture sont perdus. D'autres se plaignent en l'endroit d'autres structures de l'administration, puisque c'est une chaîne, nous sommes fournisseurs de services, mais nous sommes aussi clients d'autres structures de l'administration qui relèvent d'autres ministères. Là également, il y a beaucoup de lenteurs qui sont déplorées et donc nous allons essayer de corriger cette situation.
Face aux problèmes décelés par le ministre, Thierno Alassane Sall a promis de dérouler un plan d'action pour régler au plus vite les manquements qu'il y a dans le secteur du transport urbain. Le transport qui se modernise à Touba, 100 minibus sont mis en circulation. Un deuxième lot au nombre de 100 également attendu. Ce projet est le fruit de la coopération entre la Banque nationale pour le développement économique et les transporteurs de Touba. Sous la supervision du CETUD, voyons tout cela avec Alioune Badarakan. Lentement, mais sûrement, le programme de modernisation des transports poursuit son chemin à Touba. 100 minibus en circulation, une nouveauté dans la cité religieuse. Les charrettes ou autres moyens de transport perdus du terrain et se voient relégués au second plan. À Touba, beaucoup d'usagers ont fini de faire leur choix. À la descente, je préfère prendre un minibus. C'est moins fatigant et c'est plus sûr que les charrettes. C'est plus moderne et vraiment c'est mieux. Sur tous les grands axes de Touba jusqu'à la cité voisine de Mbacké, les minibus font désormais partie du décor urbain. Cette innovation porte l'empreinte de cet homme El Hadji Fallou Mbacké. Sous sa houlette, les transporteurs de la zone, regroupés en 6 GIE, ont pu compter sur un financement de 4 milliards de francs CFA de la Banque nationale pour le développement économique. Moyennant une caution de plus de 2 millions de francs CFA chacun, ils sont aujourd'hui les heureux propriétaires des 100 minibus en circulation dans l'agglomération de Touba-Mbacké. Touba constitue aujourd'hui une ville religieuse qui ne cesse de s'accroître. Deuxièmement, le poids démographique aussi est énorme. Autant de raisons qui font qu'aujourd'hui, il est impératif de mettre en œuvre ce système de transport moderne. On est à 28 mois d'exploitation. Et je vous dis, je touche du bois, on est à 100% en règle avec le bailleur. La mise en circulation des minibus est un frein contre le chômage. À ce jour, près de 1000 emplois sont créés. On remercie le Seigneur. Les minibus nous permettent de subvenir à nos besoins et d'aider nos proches. C'est un bon projet. Bientôt, un deuxième lot de 100 minibus sera réceptionné. Un véritable coup d'accélérateur dans la modernisation des transports à Touba. Mais il faudrait lutter contre l'occupation irrégulière de la voie publique, la concurrence déloyale et le manque d'infrastructures routières. On peut même prétendre à un chiffre de 500, parce qu'à chaque fois, c'est le plus grand souhait actuellement. Il faudrait qu'on nous accompagne dans le renforcement des bitumages, parce que ce n'est pas encore suffisant. Touba est grand. Un service maintenance fonctionne à temps plein. Ces minibus, Touba en a bien besoin. La demande est forte dans la deuxième ville la plus peuplée du Sénégal. Le Sénégal qui a besoin d'un espace scolaire et universitaire apaisé pour relever le défi d'un système éducatif de qualité. C'est là tout le sens de l'appel lancé par les autorités éducatives. C'était à l'occasion de l'ouverture de la 12e revue annuelle du secteur de l'éducation. Philomène Constance Diagne. Le programme décennal de l'éducation et de la formation, le PDF, s'est achevé. Désormais, le Sénégal met en œuvre de nouvelles stratégies contenues dans un paquet, le programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence. Il couvre la période 2013-2025. Si dans les contenus pédagogiques et l'organisation des programmes, les élus n'ont pas d'objection majeure, parce qu'ayant grandement contribué à la rédaction finale de la lettre de politique sectorielle de l'éducation, il n'en est pas de même, malheureusement, Monsieur le ministre, dans la gouvernance, la mise en œuvre et le suivi-évaluation. Et nos propositions ont porté essentiellement à ce niveau. Les défis pour la réussite du nouveau paquet sont énormes. Le gouvernement du Sénégal peut compter sur les partenaires techniques et financiers. Ces derniers souhaitent davantage d'efficience dans l'allocation des ressources et la prise en charge des exclus du système éducatif. Le système de formation professionnelle compte sur l'engagement et la détermination de tous et de tous les acteurs et partenaires afin que son statut de priorité dans le paquet, au-delà du discours, soit enfin réellement effectif. Grève des syndicats, baisse de niveau à toutes les échelles, inadéquation, formation, emploi, autant d'urgences pour que les acteurs aillent vers un dialogue. Devant tant de défis et d'enjeux,
La solennité de cette instance me donne l'opportunité de lancer un appel à l'ensemble de la communauté éducative, plus spécifiquement aux syndicats d'enseignants et des personnels administratifs et techniques, pour garantir à tout moment un espace scolaire et universitaire apaisé. Dans son intervention, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a réitéré le même engagement dans son domaine de compétences. 3,8 milliards de francs CFA, c'est le budget du programme de réforme de la politique de décentralisation de l'État du Sénégal. Le schéma du programme a été présenté ce matin au directeur des agences régionales de développement. Ils se sont engagés à soutenir le projet Mama Moussadian. Considérées comme les bras techniques de l'État, les agences régionales de développement ont un rôle déterminant à jouer dans le processus de réforme de la politique de décentralisation enclenché par l'État. C'est pourquoi les directeurs des ARD ont découvert ce mardi le schéma proposé par la tutelle pour faire des territoires du Sénégal des localités viables et productives, d'autant plus qu'elles ont déjà démarré des programmes dans ce sens. Il y a deux ententes particulières qui peuvent aider à booster nos régions respectives, nos régions voisines. La première, c'est l'entente Ferlo, dans laquelle nous sommes avec 4 autres régions, Saint-Louis, Tamba, Kaffrine et Matam. La deuxième entente, c'est l'entente qui s'est nouée autour de 2 régions, Saint-Louis et Louga. À côté de la riziculture, il y a également beaucoup d'autres potentialités dans le domaine horticole et également dans le domaine de l'arboriculture. Des filières comme l'anacarde qui contribuent pour beaucoup à la richesse de la Casamance sont également des filières à structurer davantage. Face aux techniciens de la RD, la tutelle a présenté le plan d'action prévu par l'État. Pour une durée d'1 an, avec un budget colossal déjà mis en place, l'acte 3 de la décentralisation est bien parti pour amorcer un nouveau pilotage de la performance territoriale. Les mesures envisagées porteront notamment sur la communalisation intégrale, sur la constitution de pôles de développement, sur l'adoption d'une charte de la déconcentration, sur la réforme de la fiscalité locale, sur la généralisation de la décentralisation du budget consolidé d'investissement et sur la mise en œuvre du statut général de la fonction publique locale. Vous mesurez donc l'ampleur des changements attendus avec l'acte 3. Les techniciens ont échangé sur les différents aspects du plan d'action, apporté des suggestions pour son bon déroulement. Une rencontre similaire est prévue avec les partenaires financiers. La visite du président du cadre de concertation des éleveurs du Sénégal à Ganina, dans la communauté rurale de Fanaï. Sur place, Kaliouba a échangé avec tous les éleveurs dans la zone pour l'amélioration de leurs conditions. Jérôme Gomis et Pabouna Tchao. Le relief du Djeri est un véritable piège pour les conducteurs non avertis. À défaut de vigilance, on perd rapidement le contrôle de son véhicule. Ici, le pire a été frôlé. 2 blessés qui sont vite évacués à l'hôpital. Et le cortège du président du cadre de concertation des éleveurs du Sénégal reprend son itinéraire. Direction Ganina, localité perdue entre le Djolof et le Fouta, et dont les abreuvoirs attirent au quotidien des centaines de troupeaux. Mais depuis quelque temps, le village a perdu de sa superbe pour cause un forage devenu défectueux. L'eau se raréfie et les conditions de vie des populations deviennent de plus en plus pénibles. Le forage ne fonctionne que quelques heures car il est très vieux. On a récemment changé la machine, mais à la place de l'eau, c'est plutôt de la boue qui sort. On souhaiterait vraiment que des techniciens viennent identifier le problème. C'est très dur. Parfois, on reste 3 jours sans voir une seule goutte d'eau. Et puis, en tant que femme, on est confronté à des souffrances atroces au moment d'accoucher, puisqu'il n'y a même pas de case de santé. L'autre chose, c'est le réseau du téléphone. On est complètement coupé du monde.
L'élevage, c'est la vie de ces populations. Elles ont exposé leurs difficultés et échangé avec le président du cadre de concertation, trait d'union entre eux et les autorités. Khalidou Tchernoba a pris bonne note. Il compte établir un rapport exhaustif qui sera remis à qui de droit. Après, communauté rurale de Fanaï, local Ganina. Si nous avons choisi de venir à Ganina pour notre première visite, c'est parce que c'est un endroit très important pour les éleveurs de la zone. Nous sommes venus leur dévoiler le programme du chef de l'État en leur faveur. Et concernant les doléances, j'ai tout entendu et je vais tout rapporter à qui de droit, notamment le président de la République. Les difficultés des populations de Ganina sont exacerbées par un autre problème, l'absence d'un cadre administratif depuis plus d'1 an. Donc, par rapport à ça, nous sommes obligés de réclamer solennellement une délégation spéciale pour qu'en tout cas que nous puissions travailler, parce qu'il y a les lois. Il y a les lois sur les collectivités locales qui disent que la communauté rurale n'a pas le droit de fermer pendant 6 mois. Alors nous sommes à 20 mois, donc nous exigeons une délégation spéciale à Fanaï. C'est ce que nous voulons. Là, tout est bloqué. On ne peut pas faire des extraits de naissance pour nos enfants. Plusieurs fils du terroir ont pris part à la rencontre. Ils ont réaffirmé la détermination de l'État à moderniser le secteur de l'élevage ici comme partout dans le pays. Le cadre de concertation compte aller dans d'autres zones pour toucher du doigt les difficultés des éleveurs. Ces braves gens qui, malgré tout, ne perdent jamais bonne mine. On revient ici à Dakar pour parler du dossier de ce 20h. La friperie, une filière en plein essor, des recettes douanières très consistantes. Le commerce de vêtements d'occasion est en pleine expansion au Sénégal. Depuis quand? Pourquoi est-il si prisé? Qui en sont les acteurs? Éléments de réponse avec Ndeye Aïda. Fëgg jaay en wolof, comprenez dépoussiérer et vendre pour découvrir parfois des surprises. Des gens qui viennent acheter des balles de pantalon ou des sacs de grands jouets de 45 kilos et retrouver même des portables, de l'argent, des bijoux aussi. La friperie est en expansion au Sénégal depuis la fin des années 70. Vêtements, chaussures, draps, jouets et linge de corps stérilisés. C'est plus de 7 tonnes d'importation annuelle. Avec la fripe, on s'habille à moindre coût. C'est un truc seconde main, quoi. Déjà utilisé, mais c'est la qualité, quoi. Par rapport au truc des Chinois. C'est neuf, mais ça ne dure pas, quoi. Certains bagages de la friperie, si tu voulais les acheter dans les magasins, ce serait vraiment hors de prix. Marché conclu pour 25 000 francs CFA, les 2 paires. Contrairement aux vêtements dont les prix varient entre 300 et 1500 francs CFA, les chaussures coûtent plus cher. C'est trop cher. Il y en a même des chaussures qui coûtent à moins de 15 000 francs. Ils le vendent plus de 15 000 quoi. La qualité pour justifier la cherté. Ici, on peut retrouver plusieurs marques. Les adeptes de la SAP viennent dénicher des articles venant de Canada, Belgique, France, États-Unis. Du pays de l'oncle Sam, Lamine Dieye ramène des tonnes de friperies par an. Il a des partenaires aux États-Unis, des sociétés qui collectent ces vêtements d'occasion. Elles font des chiffres d'affaires importants et permettent à des opérateurs comme Lamine de faire de cette activité une intéressante source de revenus. Je connais pas mal de gens qui sont rentrés dans le business et qui sont sortis en courant parce qu'ils ont perdu beaucoup d'argent. Non, parce que la marchandise faisait défaut, ou bien il y avait trop de marchandises, ou bien les gens n'ont pas acheté, et après, ou bien ils n'ont pas assez de fonds de roulement. Il faut au moins 2 à 3 conteneurs comme roulement. Sachant que le conteneur revient à 25 millions de francs CFA, frais de douane et de transport compris, les grossistes rachètent entre 70 et 200 000 francs CFA, selon le poids.
Ils revendent ensuite aux détaillants, toutes ces personnes que vous voyez ici, à Colobane ou dans les différents marchés hebdomadaires. On va acheter ici pour aller revendre à Tiaroy. La friperie rapporte beaucoup à l'État. Les recettes douanières ont triplé en 6 ans, d'1,833 milliard en 2006 et sont passées à 3,722 milliard en 2012, selon des chiffres de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Le secteur est aussi pourvoyeur d'emplois et permet à des milliers de Sénégalais de se vêtir, mais il entre en rude concurrence avec le textile local, en crise profonde. La friperie, un secteur qui se porte bien donc malgré le boom du prêt-à-porter au Sénégal. On va parler de cet incendie survenu tôt ce matin à la salle de vente de Pikine, communément appelée Parc Lambaye. Une centaine de cantines en feu. Les dégâts sont énormes, mais les causes de l'incendie ne sont pas encore connues. Mamadou Samombo. À l'entrée de Pikine, la salle de vente à ciel ouvert appelée Parc Lambaye. Ce matin, les lieux se sont réveillés dans la douleur. Mobilier et autres accessoires étalés ici, toute leur splendeur. L'incendie qui s'est déclaré aux environs de 2 h du matin ce lundi a eu raison de tout cela. Lorsque je suis venu, je n'ai vu que constater les faits. Toutes nos places ont été privées. On a une centaine de places ici. Minimum, il y a une centaine de personnes, entre 100 et 200 personnes qui viennent chaque jour ici pour faire le travail. On a une centaine de places. Qu'est-ce qui se vendait ici? Des chambres à coucher, des meubles, des ardoises, des bois et tous des matériels de récupération. Quand nous sommes arrivés sur le lieu à 12 h, les sinistrés sauvaient ce qui pouvait encore l'être. Si, c'est ici que seulement qu'on gagne notre vie. À part ça, on va au village pour faire de l'agriculture. Parce que nous sommes des villageois, nous sommes tous nés à Lambaye. Oui. Alors, vous avez suivi ça avec quelle philosophie? Vous avez quelle morale actuellement? Bon, c'est-à-dire rendre tous grâce, rendre tous sur la performance de Dieu. Parce que nous sommes des croyants. Les causes de l'incendie ne sont pas encore déterminées. Les dégâts sont en cours de recensement. Parc Lambaye, des incendies récurrents et des expositions dangereuses qui, hélas, sont entrées dans les habitudes. L'actualité à l'étranger, cette conférence contre la malnutrition infantile à Paris ce mardi. Un fléau qui touche 165 millions d'enfants de moins de 5 ans qui vivent surtout en Afrique subsaharienne. Ce fléau est également responsable de 2 millions de décès par an. L'UNICEF a donc décidé d'organiser à Paris une conférence internationale pour mobiliser les États, apporter une aide massive aux enfants et aux mères. En faire une priorité mondiale, c'est un des défis les plus importants aujourd'hui. Il a été classé comme tel par les économistes du monde entier, qu'on a des moyens, donc on peut enrayer rapidement, que des financements sont des investissements très productifs. Pour $1, on peut générer $30 positifs dans le développement. Des progrès ont été réalisés, mais certains pays sont en marge. C'est le cas de la République démocratique du Congo. 4 enfants sur 10 souffrent de malnutrition. Ici, on mise sur la prévention et on compte sur la mobilisation des communautés. Le fait de s'appuyer sur le niveau communautaire permet de pouvoir agir sur une génération et de garder ça sur la génération qui vient. Et c'est vraiment, les niveaux sont importants. Le politique, c'est bien, mais l'action se passe sur le terrain. La malnutrition n'est pas une fatalité, c'est le message de l'UNICEF. Pour l'organisation, il faut s'attaquer aux racines de la malnutrition. Les États doivent se mobiliser. La prévention est un investissement plus rentable que de répondre dans l'urgence aux crises nutritionnelles récurrentes qui frappent des régions entières. Le reste de l'actualité en bref et en images, nous irons donc en Italie pour parler du cas Berlusconi. Nous parlons également de la Birmanie qui fait face à un cyclone, de la France qui juge Carlos. Mais voyons d'abord ce qui se passe en Belgique. Avec cette réunion du G7, les ministres européens des Finances se penchent sur la question de la fraude fiscale.
Les paradis fiscaux sur la sellette. Les ministres européens des Finances réunis mardi à Bruxelles entendent renforcer la lutte contre la fraude fiscale. L'idée, poussée depuis des mois par l'administration américaine, est d'arriver à un échange automatique de l'information bancaire entre les pays. Une levée du secret bancaire qui inquiète la Suisse, le Luxembourg et l'Autriche. La Commission européenne demande également plus de transparence bancaire avec Monaco, Saint-Martin, le Liechtenstein et Andorre. 6 ans de prison ferme, c'est ce qu'a demandé le parquet de Milan contre Silvio Berlusconi dans le procès dit du Rubygate où il est accusé de prostitution de mineurs et d'abus de pouvoir. La procureure, Hilda Boccassini, a assorti son réquisitoire d'une demande d'interdiction à vie d'exercer toute fonction politique. Le Cavaliere a qualifié ce réquisitoire de ridicule et d'haineux. Les membres de son parti y voient une volonté de l'éliminer de la scène politique italienne. Un bateau emmenant des dizaines de Rohingyas birmans a fait naufrage dans le golfe du Bengale. Il fuyait un cyclone qui se rapprochait dangereusement des côtes birmanes. Parmi les passagers, de nombreuses personnes déplacées en 2012 suite aux violences interreligieuses qu'a connues le pays. Leur idée était de se mettre à l'abri avant l'arrivée du cyclone. Illich Ramirez Sanchez, plus connu sous le nom de Carlos, fait son retour devant la cour d'assises de Paris pour 4 attentats ayant fait 11 morts et 150 blessés dans les années 80. Le Vénézuélien, déjà emprisonné pour le meurtre de 3 policiers, n'a pas quitté les prisons françaises depuis son interpellation au Soudan il y a 18 ans. Carlos accueillit à froid la cour en interdisant à ses avocats de le défendre. Il entendait protester contre le manque de soutien des autorités vénézuéliennes à qui il demande de prendre en charge les frais de sa défense. De la culture avec le film Molly qui poursuit sa carrière victorieuse après avoir décroché le prix UMOA du meilleur court-métrage au dernier FESPACO. Le film vient de remporter le prix du public et celui des détenus du Festival Cinéma d'Afrique d'Angers en France. Ce film est le résultat de la rencontre avec la réalisatrice Ezan Palsi, mais c'est surtout celui de l'engagement d'un homme, Abdulaziz Boye, qui forme bénévolement les jeunes au cinéma. Voyons cela avec Oumindour. Les happy endings, cela n'arrive pas que dans les films hollywoodiens. Et les contes de fées, ce n'est pas uniquement pour les princesses dans les livres. Molly Khan en sait quelque chose. En 2010, il rencontre une bonne fée nommée Ezan Palsi. La réalisatrice martiniquaise tombe sous le charme de son premier film qui raconte l'histoire d'un jeune aux prises avec les difficultés de la vie d'un handicapé issu d'une famille pauvre. L'œuvre est touchante mais souffre de quelques lacunes techniques. Celle qui a adapté Rucas Nègre au cinéma finance alors un remake du film. Depuis, ma vie a changé brusquement. Comme d'un coup de baguette magique, le voici en smoking gravissant les marches du Festival de Cannes. Le film Molly est sélectionné en 2011 dans la catégorie Cannes classique. Entre-temps, il a jeté ses béquilles et obtenu une prothèse, fait la tournée de festivals prestigieux, raflant au passage quelques récompenses. Prix UMOA du meilleur court-métrage au FESPACO 2013 et quelques semaines après, il repart du Festival Cinéma d'Afrique d'Angers avec le prix du public et celui des détenus. Ce prix, c'est pour toutes les personnes handicapées de l'humanité. Merci. Je suis un Sénégalais comme tous les autres Sénégalais. Mon devoir est de travailler pour apporter quelque chose pour mon pays. Être handicapé, c'est pas baisser les bras. Voici l'homme qui est à l'origine de la passion de Molly pour le 7e art. Abdelaziz Boye, réalisateur et professeur à l'université de Dakar. En 2008, il ouvre un ciné-club en banlieue de Dakar. Malgré les difficultés, il y forme gratuitement les jeunes. J'ai ce savoir-faire artistique. Qu'est-ce qui m'empêcherait de transmettre ce savoir artistique à un jeune de mon pays, passionné, mais qui n'a pas les moyens de le faire? Payer une école de cinéma pour les jeunes de la banlieue, ici c'est impossible, c'est entre 750 000 et 800 000 francs. Ils sont aujourd'hui une trentaine de jeunes à se former chaque année au rudiment du 7e art dans cette maison des parcelles Asseni, sans bourse déliée. Sans la formation que j'ai reçue auprès de M. Boye, je n'allais pas faire le cinéma parce que je n'ai pas les moyens pour payer. C'était très bien un atout. Je connais mieux maintenant le langage du cinéma. Partant de tout ce qui est angle de prise de vue. Après avoir lancé la filière cinéma à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et monté Ciné Banlieue qui a maintenant son festival,
Abdelaziz Boy continue son combat pour le 7e art sénégalais. Et l'exemple de Molly Kane lui dit que son engagement n'est pas vain. Elle m'a eu de prix. Vous avez dû comprendre, c'est une coupure d'électricité qui s'est invitée dans ce journal. Le sport avec le rugby à 15, l'équipe de Djambar a été sacrée championne du Sénégal. Djambar s'est imposé devant Yoff en finale ce dimanche. Il a remporté du coup le prestigieux trophée pour la 6e fois d'affilée. Une finale qui était largement à la portée des champions en titre qui avaient en face l'équipe promue de Yoff. Voyons le reportage de Koumba Djahatemar. L'exploit n'aura finalement pas lieu pour le promu. Yoff est tombé sur plus fort que lui, le champion en titre. Djambar a nettement dominé son vis-à-vis, surtout dans les mêlées. Avec beaucoup de réussite dans les essais et pénalités, les Rouges Noirs font carton plein. Score sans appel, 46-0. On tient tout d'abord à féliciter l'équipe de Yoff qui, n'oublions pas, monte de deuxième division. Elle a une moyenne d'âge de 21 ans alors que nous on a 27-28 ans de moyenne d'âge. C'est des jeunes, c'est des gamins. Le sport est très flatteur pour nous. Ils ont été très très valeureux. Yoff, qui jouait sa première finale dans l'élite, n'a pas démérité. Si on sait qu'au départ, l'objectif était juste le maintien. L'objectif, c'était pas de qualifier en finale. L'objectif, c'était de rester en D1, 5e ou 6e place. Mais on a dit que ça ne suffit pas. On était les cadets sur la culture rugby, sur l'âge, l'expérience. Donc aujourd'hui, de jouer le champion en titre, c'était un honneur. La finale 2013 du championnat national a perdu toute sa saveur populaire. Délogée par la lutte, elle s'est jouée dans l'enceinte privée du 23e BIMA. Les gens ne savent pas qu'ils peuvent entrer aussi facilement dans une enceinte militaire. Bon, on remercie l'ASFA, mais je ne veux pas jeter un pavé dans la mare des lutteurs, mais dire que la lutte mérite son arène. Il est temps que les autorités s'occupent de faire une arène de lutte. Et ça permettrait au sport collectif d'avoir les terrains gazonnés. Et là, vous voyez, vous avez 2 lutteurs qui vont occuper 1 hectare pratiquement de gazon. Et pendant que les sports collectifs sont obligés de se délocaliser. Le rugby à 15 va jouer dimanche prochain sa dernière finale de la saison. Il s'agit de la Coupe du Sénégal qui va mettre aux prises encore Djambar aux militaires de l'ASFA. Donner un cadre d'expression et une visibilité à des sportives dans des disciplines comme le football, c'est le souhait de l'association Ladies Turn qui organise la 3e édition de ce tournoi, donc du 18 mai au 22 juin. Devant la presse, le comité d'organisation est revenu sur les innovations majeures. Moussa Mané. Le tournoi Ladies Turn, qui en est à sa 3e édition, va connaître des innovations. 4 régions sont à l'honneur: Saint-Louis, Thiès, Kaolack et Kaffrine. Dans chaque région, il y a 4 équipes qui vont faire des matchs en aller-retour. L'axe Koungheul, qui est dans la région de Kaffrine, et Kaolack avec notamment Ndofane, une demi-finale. Et l'axe Saint-Louis-Thiès, l'autre demi-finale. Et après, on fera la grande finale à Saint-Louis au stade Me Babacar Seye. Cette année, on a décentralisé parce qu'on aimerait que le football féminin soit présent au niveau de toutes les régions. Et c'est pour cette raison-là qu'on est allé à Saint-Louis. L'autre innovation majeure apportée par le comité d'organisation, c'est que la compétition vise la petite catégorie avec des joueuses non licenciées. La direction technique vient de mettre en place U17 chez les filles. Et c'est pour juste les aider dans la détection de cette catégorie qu'on a décidé cette année d'organiser juste pour la petite catégorie, juste les joueuses non licenciées qui sont dans les régions les plus éloignées. 6 500 000 francs, c'est le budget prévu pour cette compétition. Et d'autres mesures ont été prises pour rendre la fête encore plus belle. Le 2 juin, c'est la date du combat tant attendu entre Balla Gaye 2 et Tapha Tine. L'affiche est dotée du drapeau El Hadj Malick Gakou, ancien ministre des Sports. Les adversaires ont fait face à la presse lundi. Ibrahima Ndong. Le comptoir à rebours est enclenché. Les amateurs de lutte n'ont plus que 20 jours pour déguster le plat du 2 juin. Au menu, Balla Gaye 2, Tapha Tine, 2 colosses aux montagnes de muscles. Un combat de haute facture, un duel de gladiateurs.
Mais pour le moment, les férus de la lutte doivent se contenter de la guerre des mots, la bataille psychologique. sama lamañ dafa tax amul problème mais arbitre bi bu soufflé lamañ du nekk foofu de. li ma la teewul lu ma la bëgg a def naa la ko def dafa yow man arbitre bi soufflé sa daw yi ngay def nii moom laa gis sax nga koy def lii ngay telli dinaa nii ak nii lamb ji doy boxeur de di nga xamante ne xeex la nag ak bëri amul problème waaye call gi nii yëpp jarul. nee nga da ngay xeex ak man yàgg nga koo def de. yombalal naa la man yombalal naa la xeex bi quoi. amul problème ubbil naa la bunt yi. fayet fuy ma. ubbil naa la bunt yi ñu xeex soxlawu ma nga yendal ma dara. barke maam Cheikh Ibrahima Fall yombalal naa la xam laa bëgg. yombalal naa la taxaw dëggal sa bopp loolu laa lay wax. Une autre affiche non moins importante, le choc entre Issa Pouye, le Caïman de Thiaroye, et le technicien Roch Mbalakh de Pencum Dakarou. Devant un parterre de journalistes, les adversaires du 2 juin ont déjà donné leur impression. L'affiche est dotée du drapeau El Hadji Malick Gakou, ancien ministre des Sports. Le 2 juin, c'est donc dans un peu plus de 2 semaines, un combat à suivre. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Abba Sow sera sur ce plateau pour d'autres nouvelles. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la RTS.